je sors du sport parce que oui, j'essaie de me remettre au sport, croyez-le pas. Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières lectures féministes que j'ai lues parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me renseigner davantage parce qu'en fait, il me manque des recommandations de lecture quand on me parle d'un sujet. Il me manque des exemples aussi, des études faites par des personnes qui ont recherché les choses sur ce sujet en particulier et sur toutes les branches possibles du féminisme. Alors il y a le néolibéral évidemment, l'anarchisme, le communisme, le féminisme, l'écoféminisme, enfin il y a plein de choses. Et du coup je trouve hyper intéressant de se renseigner sur toutes ces branches du féminisme pour savoir à laquelle on se rattache, laquelle on ne veut pas, et pourquoi on ne le veut pas, pourquoi on le veut, etc. et avoir enfin en tout cas pour ma part, des arguments à apporter. Donc évidemment, dans tout ça, j'ai commencé par un des classiques, Olympe de Gouges, la déclaration des droits de la femme et du citoyen, pardon. Donc Olympe de Gouges est une femme du XVIIIe siècle qui a écrit donc un texte qui s'appelle la déclaration des droits de la femme. En fait, c'était quelque chose de public où elle expliquait justement, et où elle réclamait même plutôt, des droits pour les femmes, pour toutes les femmes, etc. etc. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça toujours intéressant de voir d'où on vient au niveau des combats politiques. Putain, j'ai une mèche. Excusez-moi. C'est intéressant de voir d'où on vient au niveau des combats politiques et ceux qu'on aime continuer et ceux qu'on n'aimerait pas continuer. Par exemple, là dans Olympe de Gouges, moi je trouve quand même que ça s'adresse énormément aux femmes de classe moyenne supérieure. Je trouve que les ouvrières, les femmes qui sont sans emploi, les femmes qui sont mères au foyer, etc. ne sont pas explicitement représentées. Aussi dans cette édition là, folio 2 € là, ils ont ajouté d'autres textes parce qu'en fait cette déclaration du droit de la femme est très courte, dont un sur les personnes noires, et je ne veux pas prendre la parole à la place des personnes concernées, pardon. Mais du coup ça ressemble fortement à du white saviorisme. Je sais pas si on peut dire risme, enfin c'est du white savior quoi. Et elle se met en position de porte-parole d'une minorité à laquelle elle n'appartient pas. Alors je sais pas ce que les personnes concernées en pensent. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si vous l'avez lu. En tout cas pour ce qui est de la déclaration des droits de la femme, évidemment à l'heure actuelle c'est clairement daté. Par contre ce qui est intéressant de voir c'est qu'au XVIIIe siècle il y avait des textes comme ça qui existaient et ça a permis de commencer le mouvement. Mais c'est sûr que ça se cantonne à des petites groupuscules de femmes. Après c'est sûr le combat commence bien quelque part. Mais du coup on trouve assez peu de textes, ou alors je ne les ai pas trouvés, de femmes par exemple du 16e, 17e, 18e, peut-être même plus vieux encore, qui ont des combats à mener en tant qu'ouvrière, en tant que femme à domicile, en tant que femme au foyer, en tant que... voilà, enfin je sais pas, si vous connaissez des textes à ce sujet là, ça m'intéresse énormément. Et aussi du coup je suis en train de chercher des textes des autres continents déjà, et même d'autres pays que Angleterre, Italie, France, Espagne, etc. Peut-être d'Europe centrale, peut-être d'Europe de l'Est, peut-être d'Europe du Nord, Asie, Afrique, Océanie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale, enfin bref. Je cherche vraiment des textes d'un peu partout. Amérique du Nord c'est encore facile à trouver, mais enfin c'est facile, c'est parce que les gens les ont mis en avant, donc c'est très facile quand on cherche sur internet de tomber dessus. Par contre pour les autres continents c'est un peu plus compliqué. Donc si vous avez des textes chouettes à me recommander, je suis hyper preneuse parce que je cherche à élargir mes connaissances sur le sujet. Je vais chercher moi-même hein, bien sûr, mais s'il y en a que vous connaissez et qui vous ont parlé vraiment, ça m'intéresse en tout cas de les connaître. Dans le même style, j'ai aussi lu Être féministe, pourquoi faire, donc c'est des toutes petites revues, là je l'ai pas avec moi, qui est hyper intéressante parce que vraiment ça te donne tous les chiffres rapidement actuels sur pourquoi il faut être féministe. Alors il y a la question LGBTQIA+, il y a la question de l'écoféminisme, il y a la question de plein de choses en fait différentes, de pourquoi on a besoin des hommes, etc. pour cette lutte, donc c'est vraiment hyper constructif. En parlant, une aparté qui est peut-être maladroite, mais en parlant des droits LGBTQIA+, dans une précédente vidéo je vous avais conseillé le livre de Yeonmi Park. Et il s'est avéré qu'elle a fait plusieurs commentaires publics qui étaient hyper dangereux, dont un notamment, en fait elle avait posté sur son compte Instagram, alors je le retrouve plus donc j'imagine qu'elle l'a archivé, mais un post où on voyait une pluralité de personnes avec une phrase en anglais, je me rappelle plus exactement, mais dans l'idée tout le monde peut avoir ses règles. Et je me suis dit ah cool, enfin elle soutient les causes LGBTQIA+, etc.
Et en fait pas du tout, en commentaire c'était regardez ce que le monde a fait, blablabla. Enfin je sais plus exactement parce que du coup je l'ai pas screen et elle l'a supprimé. Mais du coup elle a clairement fait un post transphobe, donc voilà. Putain Gotham, l'eau, non. Dès qu'il y a un réceptacle avec de l'eau, faut qu'elle foute son pied dedans. Donc là elle a encore niqué ma carafe. Bon bref, ça servira à arroser les plantes, c'est pas grave. En tout cas bref, tout ça pour dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne sait pas exactement ce que c'est que le féminisme et pourquoi c'est important, cette petite revue elle coûte pas cher, elle paye pas de mine comme ça parce que moi je ne connaissais pas cette maison d'édition, mais c'est hyper quali, il y a des chiffres hyper actuels, enfin c'est vraiment mis à jour, c'est super intéressant et ça tient presque comme un petit prospectus, un petit pense-bête que tu peux garder avec toi justement au cas où, et ça je trouve ça hyper chouette comme lecture pour les personnes qui n'ont pas envie de lire des pavés sur l'histoire du féminisme. Sinon aussi j'ai pu lire Le genre du capital, qui est une bande dessinée justement qui parle de la question du genre dans le capital, justement, donc dans le capital, le patrimoine en fait qu'ont les gens. Je l'ai offert à quelqu'un après l'avoir lu. C'est pas hyper poussé dans les chiffres, dans les études, etc. Tout simplement parce que c'est issu déjà d'une étude qui existe, qui s'appelle Le genre du capital. Mais la bande dessinée, en tant qu'introduction à des personnes qui n'y connaissent rien ou qui font la sourde oreille ou ce que tu veux, c'est hyper cool à offrir je trouve. Justement en fait ça part de l'étude sociologique de deux autrices dont j'ai perdu le nom, Céline Bessière et Sybille Golac, qui ont donc participé soit à l'écriture soit à la coécriture de la bande dessinée, mais en tout cas elles sont comme personnages dans la bande dessinée. Et sur ce format là, elles peuvent aborder beaucoup de choses en très peu de pages et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup elle nomme des exemples justement de personnes par exemple dans les héritages en fait, à quel point les hommes ont été valorisés, les femmes l'ont été moins, et encore derrière en plus ça a impacté leur vie sur plusieurs années, plusieurs générations, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Elle parle aussi du fait que dans le divorce les femmes se retrouvent très souvent avec la charge de l'enfant, que dans ces cas de couple hétéronormé c'est elles qui doivent réclamer les pensions alimentaires parce que les personnes oublient de leur donner ou refusent de leur donner. Enfin bref, elles expliquent assez bien avec des stats. Hein. Oula, putain, Gotham vient de tomber. Elle a failli tomber de la table. Putain, Gotham, t'es chiante. Elle a trébuché sur mes livres. Sérieux, à chaque fois que je filme, il faut qu'elle soit au devant de la scène. Elle supporte pas que je parle à quelqu'un d'autre qu'elle. Et ce quelqu'un d'autre, c'est cette caméra. Bref, tout ça pour dire que dans le genre du capital, il y a aussi des choses hyper intéressantes en fait sur le fait que dans ce qui est financier, héritage, patrimoine, etc. Même si dans les faits la justice et la loi essayent d'être équitables, ça ne l'est pas. Il y a énormément de femmes qui subissent des choses sur des générations et des générations au niveau financier, au niveau patrimonial, au niveau héritage, etc. Moi je vais pas réussir à vous le réexpliquer aussi bien parce que je ne suis pas une spécialiste de la chose, mais dans cette BD en tout cas c'est super clair. Ça donne des exemples concrets donc que tu peux citer, par exemple la famille Bidule a vécu ci, a vécu ça, et en plus c'est souvent des affaires qui ont été rendues publiques donc c'est vérifiable par le tout un chacun. Donc du coup c'est hyper intéressant de voir à quel point les femmes se font toujours entuber à ce niveau là, enfin entuber non parce qu'elles sont pas stupides, mais quand bien même tu te bats, quand bien même tu as les moyens de te battre, tu peux toujours être mis dans la position inférieure et c'est très souvent le cas dans les couples hétéronormés. D'ailleurs je fais une aparté, ce texte, cette bande dessinée évidemment parle énormément de couples, un homme, une femme. Ça parle pas du tout de femmes célibataires, ça parle pas du tout de femmes homosexuelles, ça ne parle pas non plus de personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre féminin ou dans le genre masculin. Donc c'est forcément très orienté, mais par contre c'est très intéressant au niveau du patriarcat, de voir comment ça se reproduit, de voir que dans le capitalisme etc. il y a toujours cette... ce prisme de domination masculine qui est toujours très présent. Enfin bref, du coup c'est vraiment une bande dessinée très intéressante pour commencer sur le sujet. Je pense que je vais acheter leur étude après. Bah pas maintenant parce que ma palle est beaucoup trop grande, mais en tout cas je l'ai marqué sur ma booklist parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et que j'aimerais bien approfondir. Pour continuer sur cette série, j'ai pu lire les 9 vies de Sappho. Alors Sappho était une personne de la Grèce antique, une femme qui écrivait notamment de la poésie lesbienne, de la poésie érotique, de la poésie sensuelle, etc. Et donc dans ce livre, on considère que Sappho est la première femme, etc. à avoir parlé de ces choses-là, à avoir également été une des premières femmes autrices, etc. Après, je pense que ce texte est très européano-centré et du coup, c'est difficilement vérifiable. En tout cas, c'est une des femmes qu'on nomme le plus
quand on parle de ça, dans ce texte il est dit que sur ces dizaines de pages, etc., les femmes n'ont jamais été mises en avant, etc., etc. Ce qui est vrai, parce qu'elles ne sont toujours pas mises en avant. Mais toutes les femmes qui sont citées, en tout cas la grande majorité, sont des femmes européennes ou américaines, très souvent blanches, très souvent cisgenres. Et du coup ça reste parmi les femmes privilégiées. Et du coup, en effet, ces femmes-là ont eu du mal à avoir de la visibilité, même si Baudelaire les citait, même si machin les citait. Il les citait énormément d'hommes cis, blancs qui les ont encensés, etc. et dont la parole a été effacée. Donc oui, ces femmes-là, ces femmes autrices ont été minimisées dans leur impact, etc., etc. Certaines d'ailleurs avaient une grosse fame lorsqu'elles étaient en vie et puis après, plus jamais t'en as entendu parler. Donc pour ça, c'est hyper intéressant, je trouve, ce texte. Par contre, encore une fois, c'est très hétéronormé, c'est très bourgeoise blanche finalement. Même s'il y en a certaines qui sont un peu des classes moyennes et qui percent un petit peu, bah en fait on n'a toujours pas ces autrices du quotidien, on n'a toujours pas la mise en avant des autrices africaines, asiatiques, Amérique latine, Océanie, etc. On n'a pas non plus la mise en avant d'autrices racisées à part celles qu'on connaît déjà, je trouve. Donc ce texte il est hyper intéressant, mais pour moi il est à compléter beaucoup. Enfin en tout cas moi pendant la lecture je me suis sentie un peu gênée parce que j'espérais apprendre plus en fait. Et du coup oui, ce sont des femmes que beaucoup ont oubliées, qui ne sont pas beaucoup mises en avant, etc., etc. Mais par exemple, dès qu'on fait un peu de recherche, dès qu'on fait des études, dès qu'on s'intéresse à la littérature, etc., etc., c'est des noms de femmes sur lesquels on tombe. Donc du coup, moi j'en connaissais, enfin je les connaissais pas toutes bien entendu, mais par contre j'en connaissais quand même pas mal. Même si ça fait toujours du bien de se remémorer ce qu'elles ont écrit, pourquoi elles l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, etc. Enfin moi je trouve ça hyper intéressant. Par contre je trouve que c'est encore une valorisation des mêmes femmes entre guillemets, même si je connais pas de texte qui les valorise toutes ensemble, donc ça fait un bon condensé. Mais bon, ça reste quand même pour moi des femmes déjà qui avaient accès à la possibilité d'éditer leurs livres, qui avaient déjà un accès pour rencontrer les artistes. Enfin, il y a plein de choses dans ce texte où c'est genre ah oui elle a rencontré bidule, ah oui elle a rencontré machin, elle a rencontré truc. Et du coup au final ça reste quand même des femmes qui avaient accès à ce monde là en fait. Donc les femmes de la campagne, les femmes, enfin les oubliées en fait, on ne les a pas mis en avant dans ce texte. Donc même si c'est chouette de condenser l'histoire des autrices féminines, etc., etc., moi je trouve que les minorités sont quand même sacrément peu mises en avant dans ce texte, même s'il y en a quelques-unes, bah il y a quand même un gros déséquilibre. T'as 90% des représentations qui sont européennes, Amérique du Nord, etc. Enfin bref, là, ça m'a un peu gênée là-dessus sur le choix des personnes à mettre en avant. Il est vachement mis en avant dans le texte que c'était des personnes souvent qui avaient déjà une certaine popularité, etc., etc. Je suis sûre qu'il y avait des gens qui étaient populaires dans leur campagne, je suis sûre qu'il y avait des gens qui étaient populaires en Asie, enfin je veux dire, c'est sûr en fait. Mais du coup j'aimerais bien que dans un texte on ait enfin l'histoire complète. Après c'est un travail plus gros hein, vu que c'est une histoire mondiale c'est sûr. Mais même en fait non, même dans l'histoire européenne en fait il y a des personnes racisées, il y a des personnes LGBTQIA+, etc. Donc non ça ne... Enfin pour moi en fait l'intitulé ne marche pas. Peut-être qu'il aurait fallu préciser, je sais pas moi, tome 1, les femmes blanches européennes tu vois. J'en sais rien mais en tout cas ça... Moi ça m'a frustrée, ça m'a bloquée. Et... ça donne une mauvaise image de ce que c'est que l'histoire globale des autrices en fait, pour moi. Donc ça m'a un peu dérangée. Après on va pas se mentir, c'est un très bon texte, c'est très bien écrit, c'est très bien sourcé, etc. Mais c'est vrai que si tu n'y connais rien et que tu n'as que ça comme première introduction, bah tu vas croire que c'est les femmes européennes blanches qui dominent les femmes en fait. Et alors là, sortez les violons parce que c'est le premier livre de ma vie que j'encorne un peu là. Je l'ai reçu en service presse et aux éditions Divergence, donc c'est Hilaria de Irénée, vous pouvez la suivre sur Instagram, elle fait des choses super intéressantes. Elle a aussi publié un autre livre que j'ai très envie de lire. Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire. C'est ultra intéressant. C'est littéralement ce qu'il y a dans ma tête depuis toujours, mis en mots. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé quelqu'un qui met en mots ce en quoi je pense. Donc ça devient pas pour moi un livre de référence parce que je fonctionne pas comme ça. Par contre c'est un livre que je vais relire et lire et re-relire parce qu'il y a des sources qui m'intéressent, que j'ai envie
que j'ai envie de feuilleter, il y a des formulations qui me parlent. Bref, c'est hyper intéressant. Pour vous la faire courte, en fait, Hilaria, c'est son arrière-grand-mère, je sais plus s'il y a 2 ou 3 arrières. Bref, c'est son aïeule et elle raconte son histoire, son quotidien. Elle parle beaucoup justement de ces femmes oubliées, ces femmes au foyer, ces femmes ouvrières, ces femmes qui faisaient de la couture, etc., etc. Et à quel point elles étaient déjà ancrées dans un féminisme qui était révolutionnaire, et ça c'est hyper intéressant. En plus, du coup, c'est un récit qui se passe durant la Révolution, enfin en tout cas Irénée parle énormément de la Révolution espagnole, qui est donc un pan de l'histoire que je ne connais pas du tout. Donc j'étais hyper curieuse et intéressée de découvrir ça. Après, j'aurais pu me renseigner par moi-même, mais en fait je savais même pas qu'il y avait une Révolution espagnole, donc shame on me. Mais je ne savais pas, donc j'aurais pas pu me renseigner sans savoir, donc merci à elle d'en parler dans son texte. Donc elle parle un petit peu de ce qu'elle estime être un féminisme pour lequel elle a envie de se battre, c'est-à-dire, alors attendez, je vous retrouve le sommaire, donc c'est-à-dire un féminisme contre le capital, un féminisme contre les prisons, donc elle explique pourquoi elle est anticarcérale, un féminisme, pourquoi le féminisme devrait être anticarcéral, un féminisme contre le fascisme et un féminisme anarchiste. Et un féminisme anarchiste, car elle se revendique anarchiste. Aussi, elle fait une aparté en disant que toutes les questions LGBTQIA+, tout ce qui est la question d'un féminisme anticolonial, etc. sont évidemment dans ses valeurs, sauf qu'elle n'a pas envie de prendre la parole de quelqu'un d'autre, ce que je trouve très légitime. Mais en même temps, elle le précise quand même, parce que c'est hyper important parce que elle ne le mentionne pas dans son texte, donc on pourrait croire que ce n'est pas un combat qui est important pour elle, alors que si. Donc je trouve ça chouette la façon dont elle l'a formulé, je trouve ça chouette comment elle écrit tout. En fait, tout est hyper inspirant, et elle dit à un moment donné qu'elle n'a pas envie de devenir une figure du mouvement, parce que c'est pas ce en quoi elle tend, ce en quoi elle croit. Mais par contre, par les mots, elle peut très facilement expliquer les choses, donner des sources, donner un machin, etc. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont pas anticarcérales, moi je le suis, clairement. Et je trouve ça intéressant d'avoir lu ça parce que ça donne des sources, ça explique pourquoi c'est important. Enfin, en tout cas, moi ça a mis des mots sur ce qu'il y avait dans ma tête et ça a ouvert aussi d'autres pistes que j'ai envie de creuser. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et même si vous êtes pro-carcéral, c'est hyper intéressant, je trouve, de se renseigner sur le pourquoi des personnes sont contre le fonctionnement des prisons, etc., etc. Elle met aussi des chants, elle met des chants révolutionnaires, etc. Elle cite des personnes qui se sont battues, elle parle de la mémoire collective, elle parle de sa famille, elle parle de l'entourage de sa famille. Enfin bref, c'est un texte qui est hyper fort parce que non seulement il parle politique, mais surtout il parle aussi d'un vécu. Donc mêler les deux ensemble, ça le rend d'autant plus fort et je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve qu'elle a une plume vraiment parfaite. Et j'ai envie de vous lire un extrait. Les gens sont souvent surpris lorsque j'affirme être anarchiste. On me demande d'expliquer, de justifier. Peut-être devrais-je commencer à retourner la question. Pourquoi n'êtes-vous pas anarchiste? Alors que vous avez conscience du rôle joué par l'État et le capital dans la domination patriarcale, comment justifiez-vous de ne pas être anarchiste? Ne trouvez-vous pas qu'il soit utopique d'espérer renverser le patriarcat en collaborant avec les institutions qui le soutiennent? Comment prétendez-vous assurer l'organisation sociale et l'égalité dans une société régie par la loi du plus fort? Une société contrôlée par le pouvoir politique et financier et soutenue par la machine médiatique. Une société chaotique, tiraillée entre les guerres impérialistes et capitalistes et la destruction massive de l'environnement. Pendant que les plus riches font du tourisme spatial et démontent des ponts historiques pour pouvoir traverser des fleuves avec leurs propres yachts, où se situe en fait l'utopie et le chaos? Je suis anarchiste, acrata, libertaire, car l'anarchisme m'est apparu comme une évidence, une pure et simple évidence, et peut-être que je suis, comme tant d'autres avec moi, anarchiste par sentiment. Et je trouve ce texte très très beau, très très fort. Et il y a plein de choses aussi, même politiquement, qui sont hyper intéressantes. Si vous êtes un peu perdu dans les combats de la gauche politique, elle parle également de communisme, elle parle également de socialisme, elle parle aussi d'anarchie également, donc. Et c'est hyper intéressant de voir les différents points de vue, les différents intérêts, les différentes formes que prennent les combats. Et aussi, tout au long du texte, moi ce que je trouve hyper cool, c'est qu'elle parle d'un anarchisme organisé, pensé, réfléchi. Elle cite des textes, elle cite des personnes qui ont pensé à tout ça, qui ont réfléchi tout ça. Parce que souvent dans l'anarchisme, la culture populaire voit des personnes qui cassent des choses, qui sont
dans l'instant, qui sont dans tout ça. Alors oui, ça fait partie du mouvement évidemment. L'émotion fait partie de tout ça, le sentiment fait partie de tout ça, la réaction fait partie de tout ça. Mais derrière ça, il y a des personnes qui construisent les mouvements, il y a des personnes qui les réfléchissent, qui les pensent et qui cherchent un point à viser. Parce que agir pour agir, ça reste flou pour beaucoup de personnes. Alors que quand tu as un mouvement qui est organisé vers quelque chose de précis, ça parle plus aux personnes. Tu peux ne pas être engagé politiquement, etc. Mais vu que tout est politisé, c'est important de savoir quels sont les pans politiques qui existent et pourquoi tu es contre, pourquoi tu es pour, etc. etc. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Bref, en tout cas, c'est un livre que je recommande beaucoup, surtout en fait pour sa qualité historique, sa qualité de réflexion, sa qualité à citer des personnes contrairement aux 9 vices Sappho que je ne connaissais pas, des études que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu ni de nom, ni... enfin bref. Et du coup là ça m'a juste rajouté plein de livres à lire parce que j'ai envie d'être moins truffe sur la Révolution espagnole parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai envie d'avoir des chiffres, j'ai envie d'avoir des noms que je puisse sortir, alors pas pour étaler ma science mais avec les personnes avec qui je débat, c'est-à-dire mes potes, parce que mes potes, on a un truc qui est hyper cool, on peut débattre de tout sans s'arracher les cheveux et notamment de politique et ça je trouve ça ultra fascinant de pouvoir parler de nos avis, de nos remettre en question des choses etc. sans que ça termine en engueulade de fin de soirée. Et pour ça, je trouve ça méga cool et on n'est pas non plus dans un débat de qui gagne, qui perd, c'est juste moi je sais ci, toi tu sais ça, waouh c'est intéressant en fait. Et ça marche tout le temps comme ça et je trouve ça trop cool comme dynamique. Et je me dis que ce livre là je vais sans nul doute leur en parler parce que c'est quelque chose qui a répondu à beaucoup de mes attentes parce que vraiment je suis très nulle en formulation, je suis très nulle pour exposer mes idées, je suis très nulle aussi pour retenir les noms, retenir les chiffres, toutes ces choses là et du coup je me dis ce livre représente ce en quoi je crois, ce pourquoi je me bats et du coup ça peut être bon bah là je perds mes mots, je te conseille ce livre parce que c'est tout ce qu'il y a là-dedans et ça fait du bien de le voir écrit quelque part. Et pour ça je remercie Irénée parce que ça a dû être un texte qui n'a pas dû être facile à écrire au vu de tout ce qu'elle livre dedans. Et bravo à elle parce que c'est vraiment chouette et bravo aux éditions Divergence qui ont fait un travail qui est vraiment canon. Et je trouve ça très cool d'avoir choisi le rouge, donc ce rouge orangé là, je le trouve très beau et je pense que je vais le racheter pour l'avoir en version belle parce que je suis une toquée des bibliothèques. Mais que celui-là il va finir comme un petit torchon sale parce que je vais le relire 50 000 fois et je vais sans doute le trimballer dans mon sac pour le lire, relire, re-relire et avoir mes chiffres sous la main. Dans cette vidéo, je vous ai livré un peu le pourquoi je lis ce genre de livre, pourquoi c'est important pour moi, ce que j'ai envie de trouver dans la littérature, ce que je ne trouve pas, enfin bref, toutes ces choses très différentes. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question, est-ce que vous lisez ce genre de livre, est-ce que ça ne vous intéresse pas? En quoi ça vous parle, en quoi ça vous parle pas? Et lesquels vous avez à me conseiller surtout parce que je cherche mes livres et là j'en veux d'autres encore, j'en veux d'autres parce que j'ai envie de connaître le quotidien de personnes qui se sont battues. J'ai envie de comprendre pourquoi certaines personnes se sont battues même si je ne suis pas d'accord avec elles. J'ai aussi, je vais pas le cacher, envie de lire des textes inspirants qui me donnent moi aussi des confirmations sur le pourquoi j'ai envie de me battre. Et c'est hyper chouette en fait, c'est hyper stimulant en fait comme lecture parce que tu vas remettre en question les propos des auteuristes, tu vas réfléchir sur toi-même, tu vas te positionner etc. Et en fait, même si ma vie ne tourne pas du tout autour de la politique, le féminisme est un combat hyper central dans ma vie et mes écrits sont politiques, mes actions sur les réseaux sociaux le sont, ma vie l'est en fait parce qu'en tant que femme, en tant que personne minorisée etc. etc. c'est un combat que je suis obligée de mener parce que quand je suis en salon du livre et qu'ils mettent une, deux femmes, encore maintenant c'est beaucoup plus équilibré, mais quand j'ai commencé les salons du livre en 2019, j'étais la seule de moins de 40 ans, j'étais la seule qui était une femme et des fois j'en croisais une deuxième et c'est tout. On n'est pas mis en avant, les femmes sont pas mises en avant et les seules femmes qui le sont des femmes blanches, bourgeoises, européennes ou d'Amérique du Nord. Donc il faut que ça change, c'est en train de commencer à changer et ça c'est quelque chose pour lequel j'ai envie de me battre en fait. Et ce genre de texte me donne la hargne en fait, pas la colère, pas le dégoût du monde, pas tout ça, me donne l'espoir en fait. Et ça fait du bien en fait, parce que des fois, moi, j'ai ma patriarque angoisse là qui pète une pile et je me dis putain ça va jamais changer, putain ça va prendre un autre nom, putain ils vont être plus résistants que nous. Et en fait non, en fait il y a des textes qui font du bien, ça fait juste du bien de voir des personnes qui sont des fois aussi désespérées que moi mais qui voient la lumière au bout du tunnel parce que moi des fois je la vois pas.
et ça fait du bien de fou. C'est comme les ateliers d'écriture que je fais avec Yona Vicentin qui les anime en fait. On n'est que des meufs, on parle de choses révolutionnaires, de colère, de peur, de tout ce que tu veux, de nos fragilités, de nos faiblesses. Et ça fait du bien en fait d'avoir juste un espace où on peut cracher tout ça. Et en fait après ça fait plus partie de mon quotidien. Une fois que je l'ai craché là-bas, je vais mieux, je continue ma vie normalement. Mais par contre à côté de ça, je laisse plus passer les petites choses qui pour moi sont pas acceptables, qui pour moi me font du mal. Enfin, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de faire groupe en fait. Quand je lis Hilaria de Irénée, j'ai juste l'impression d'avoir trouvé un groupe, d'avoir trouvé des adelphes, des sœurs avec qui continuer de parler de tout ça, avec qui continuer de vouloir changer le monde pour que tout le monde soit bien en fait. Parce que ça, la finalité, c'est qu'on a juste envie que tout le monde ait la même place et que tout le monde se sente bien dans ce monde. Et ça, on va se battre pour. Et on va se battre comment? En prenant de la place. Oui.